et puis il y a toujours un moment où je me sens coupable de quelque chose. Tu peux pas faire bien pour les autres si tu sais pas faire bien pour toi. Moi, je trouve que si tu te mets au second plan, tu finis à en vouloir aux gens qui n'ont rien demandé de t'être mis au second plan alors que c'est toi qui as choisi. Ouais. Donc non, tous les gens qui voient mon agenda, ils me disent la psychopathe. Au début, les gens vont se moquer, puis une fois que ça marche, en fait, il n'y a plus rien à dire. Ils vont me trouver ridicule. Mais c'est authentique, en fait. C'est ça que les gens recherchent sur les réseaux sociaux. Finalement, on revient toujours à la même chose. C'est ça. Qui est... Bienvenue dans ce podcast, donc avec moi, Zoé No Gluten. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Zoé. Bonjour. Bienvenue. Alors, on en avait parlé la dernière fois. Je t'avais dit que moi, j'ai beaucoup de mal à me vendre moi-même. Alors, je ne sais pas si c'est encore ton cas avec toute l'expérience que tu as. Alors oui, complètement. En fait, je pense que je me suis toujours plutôt cachée. J'ai jamais rien... Enfin, moi, à titre perso, même sur LinkedIn et tout, j'avais jamais rien fait avant là de créer Wonder Cook Mum. Et en fait, je pense que je pense à tout sauf me vendre. Parce que je suis hyper mal à l'aise avec le concept. Donc, tu vois... je comprends. Je fais ce qui me plaît et puis on verra. Et je n'y pense pas. J'adore. Voilà. Je comprends. Bah écoute, c'est pour ça que je te propose, je te présente rapidement en quelques lignes pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis après, je te laisse la parole et puis on pourra... discuter de tout ça. Donc en fait, Marianne, elle a co-créé des salles de sport, donc notamment Néoness et Épisode. Alors ça va parler plus aux Parisiens qu'aux autres. Mais pour vous donner une petite idée, c'est une 40aine de salles, je pense, aujourd'hui, ouais, c'est ça, un peu plus. En tout, avec les deux clubs. Ouais. Et donc c'est assez impressionnant. Et voilà, et donc d'abord, je voulais te demander déjà pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans le fitness, dans le sport? Est-ce que c'est une passion? Alors, non, en fait, moi, on a lancé ça donc, avec une amie en 2008. Et donc, on était juste des pratiquantes comme Madame Tout-le-Monde. Tu vois, une fois par semaine, on allait au Club Med Gym à l'époque. Donc, non, c'était pas parce que j'étais experte du fitness ou que je m'y connaissais à fond. J'avais envie, en effet, de faire du sport, voilà, mais... un peu comme tout le monde. Et non, en fait, c'est en rencontrant des personnes aux Pays-Bas qui avaient monté un super concept de fitness avec des prix hyper accessibles et hyper quali. On s'est dit, waouh, si on pouvait avoir ça en France, ce serait vraiment canon. Et ça permettrait de mettre plein de gens au sport. Et ça, c'était une mission qui nous plaisait. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Ok, donc en fait, tu as repris un concept qui existait déjà. Exact. C'est ça, donc c'était pas une nouvelle idée innovante. Voilà. Parce qu'en fait, c'était quoi qui était différent? Parce que je pense que Néoness, c'est un concept qui était hyper innovant en 2008 à l'époque, ça n'existait pas. Ouais. Et maintenant, il n'y a plus que ça. Ouais. Non, en fait, c'est surtout que c'était hyper accessible, c'est-à-dire qu'avant, les salles de sport étaient à 80 € à peu près. Par mois. Ouais, ce qui paraît bizarre aujourd'hui, mais c'était le cas. Et là, nous, on est arrivé avec des accès à partir de 10 € par mois. Ok. Donc, on était entre 10 et 30 € et avec des super machines, des grands espaces. C'est juste qu'on enlevait ce que les gens n'utilisaient pas. Ok. Donc, ça a hyper bien marché. Mais donc, c'est quoi l'entourloupe? Ça veut dire quoi, ce que les gens n'utilisaient pas? Tout ce qui était sauna, hammam, piscine, par exemple, qui coûtait extrêmement cher. On avait des coachs, mais uniquement aux heures de pointe, pas aux heures creuses. Et donc, si les gens avaient des questions, ils venaient aux heures de pointe. Okay. On faisait des choix comme ça. Ok, et il y avait des cours collectifs, des choses comme ça? Il y avait des cours avec des vrais coachs, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui dans les salles de sport low cost, malheureusement. Et ça marchait très bien, c'est vraiment dommage. Mais on avait des cours avec des coachs, ouais. Et attends, enlever les piscines, les saunas, les hammams, etc., c'est assez pour pouvoir proposer un abonnement à 10 € par mois et être rentable? Alors, il y a deux choses. Il y a enlever les trucs pas chers, qui coûtent très cher et qui sont peu utilisés, finalement. Et puis, il y a aussi le volume, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus d'adhérents qu'une salle de sport classique. Et on avait des grands espaces, tu vois, des 1500 mètres carrés. Ouais. Et c'est ça qui faisait que le modèle économique tenait. Attends, ma petite question que je me suis toujours posée. Est-ce que le modèle économique des salles de sport qui ont beaucoup d'adhérents, est-ce que c'est basé sur l'idée qu'en fait, la plupart ne viendront pas? Alors, oui et non. En moyenne, sur tous tes adhérents, ils viennent en moyenne une fois par semaine. Mais il y en a qui habitent chez toi, qui sont là du matin au soir, et d'autres qu'on ne voit pas. Okay. Donc voilà, mais c'est pas une bonne stratégie de s'appuyer sur les gens qu'on ne voit pas, parce que c'est plus tu pratiques, plus tu as envie de pratiquer, plus tu en parles autour de toi, plus tu viens avec des potes. Donc non, c'est pas une stratégie de base, mais c'est un fait que dans des salles, il y a une bonne partie, pas une bonne partie, je dirais... 10-15% des gens qu'on voit quasiment pas. Ouais. Ça, mais c'est pas beaucoup, 10-15%. Franchement, moi, je pensais que c'était plus... Après, la pratique, elle est comme ça. Oui, c'est ça, en janvier. Beaucoup, puis après, ils viennent pas pendant une période, puis ils reviennent, et puis voilà. Ouais. Mais alors, comment tu fais avec les espaces? J'imagine que je sais pas quel jour de la semaine, les gens sont tous motivés en même temps, et il y a des fils... Il y a les heures de pointe. Ouais. Et donc, nous, justement, on avait un système heure de pointe, heure creuse. Okay. Et donc, le 10 €, c'était les heures creuses. Ok. Voilà. Ok. Ouais. Et les gens qui se sont abonnés au début, comme c'était nouveau, c'était des gens qui faisaient déjà du fitness? C'était des monsieur et madame tout le monde comme toi? C'était des femmes?
C'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais fait de fitness parce qu'ils trouvaient que c'était trop cher ou parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Et nous, on avait vraiment fait des salles hyper sympas où tu n'avais pas de miroir, tu pouvais être complètement décomplexé. Et donc, on a eu beaucoup de nouveaux pratiquants. Et puis, on avait aussi plein de pratiquants qui avaient l'habitude de payer 80 € pour faire leur heure de tapis ou leur cours de body attack, etc. Et qui avaient la même chose chez nous pour 2-3 fois moins cher. Donc, c'était vraiment 50-50. C'est hyper intéressant. Et hommes-femmes aussi, 50-50 50-50 hommes-femmes. Ouais. C'est fou aussi. Ouais. Franchement, c'est trop chouette. J'aime trop le concept. Et alors, je sais pas comment vous avez fait pour vous faire connaître. J'imagine qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Mais moi, ce qui me dérange aujourd'hui souvent, sur principalement les comptes Instagram, parce que c'est comme ça qu'on fait majoritairement la pub et c'est ce que je connais. Mais dans le fitness, c'est souvent les messages qui fonctionnent le mieux. Et c'est pas de la faute de marque, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est perds du poids, sculpte ton corps, etc. Est-ce que c'est ça les messages qu'il faut mettre en avant pour... En vrai, la motivation première des gens, c'est la perte de poids. Et ce qui est vraiment... alors évidemment, le sport, ça aide. Mais c'est l'alimentation en premier lieu, la perte de poids. Le sport, ça aide, mais c'est 20% le sport, 80% l'alimentation. Il faut quand même se le dire. Mais c'est vrai que c'est ce qui motive un peu essentiellement les gens. Et quand on parlait bienfait santé... la com, elle marchait vachement moins. Ouais, c'est ça, d'où la saisonnalité dommage, aussi. Alors que c'est ça qui est important. C'est vraiment, c'est l'aspect santé, mais c'est un truc, ça emmerde tout le monde de penser à sa santé. Ouais. Donc nous, on a essayé d'adopter une com complètement décalée. Hyper sur le ton de l'humour, anti-culte du corps, qui faisait marrer les gens, et les gens avaient envie de venir pour ça. Donc on a pris un peu le contre-pied, complètement le contre-pied des salles de sport classiques. C'est ça qui nous a différenciés. C'est ça qui est chouette, c'est ça. Il faut toujours essayer de trouver un petit axe différenciant. Toujours. Ouais. Et puis se renouveler, parce que j'imagine que depuis 2008, même, il s'est passé beaucoup d'années. Il y a eu beaucoup de centres qui ont ouvert aussi. Comment on fait pour se renouveler Alors, c'est une bonne question, parce que ça a hyper bien marché, etc. Puis au bout d'un moment, c'est un peu, le concept est installé. Et donc, justement, on cherchait toujours plein de nouvelles idées, plein de nouveaux concepts. Donc, par exemple, on a sorti un abonnement qui était plus tu viens, moins tu payes. Ouais, des trucs hyper innovants aussi, qui étaient justement par rapport à la première question, qui était plutôt pour favoriser la fidélisation, etc. On essayait de trouver des petits concepts comme ça, assez nouveaux. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on est parti à New York en 2015, parce que New York avait 10 ans d'avance sur la France. Toujours. 5 ans d'avance sur les États-Unis, 10 ans d'avance sur la France, surtout en sport. Et c'est là qu'on a vu que sortaient les concepts de studio, de fitness boutique, plutôt haut de gamme. Et c'est comme ça qu'on a créé Épisode en 2017. Ok, studio de fitness boutique. C'est des studios de cycling, de boxe, de yoga, de bootcamp, d'entraînement fonctionnel, des concepts sportifs plutôt pointus, avec un coach dans des studios très immersifs. Tu vois. Comme on en voit beaucoup à Paris aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est dans le reste de la France, si c'est autant. Non, il y en a beaucoup moins dans le reste de la France, mais il y en a beaucoup à Paris. Et nous, on était les deuxièmes, pour le coup, à créer un concept comme ça. Ok. Ouais. Hyper intéressant. Et là, pour le coup, c'est au lieu de donner l'opportunité à chacun de faire ce qu'il veut, c'est vraiment tu viens pour une chose, tu fais ton cours comme les cours de danse qu'on faisait quand on était petit, le mercredi après-midi, cours de danse, c'est pareil pour les adultes en fait. C'est ça, exactement. Tu viens à telle heure, si t'es en retard, tu rentres pas. Ouais, c'est ça. C'est horrible, moi je suis toujours en retard en plus. Je cours, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Et donc... pour revenir un petit peu à l'innovation, pour toi, c'est quoi les nouvelles tendances? Parce que là, les studios, il y en a pas mal à Paris, des studios qui ont ouvert comme ça. C'est quoi les dans le sport prochains? Alors, là, c'est la frénésie du Pilate. On voit des studios de Pilate réformeurs. Et c'est très, très bien d'ailleurs. C'est marrant parce que ça fait ultra longtemps que ça existe. C'était hyper confidentiel. Ma mère en faisait déjà il y a 30 ans. C'est ça. C'est magique un peu les modes. Après, donc, ça aussi, c'est une tendance de fond, mais on fait beaucoup plus attention à la musculation. Mais la musculation, pas gros bras. Il y a toujours. Et puis, les ados, surtout, ont vachement envie d'être musclés, de se sculpter. Mais pour le coup, la musculation santé, le renforcement musculaire est vachement revenu et c'est hyper bien. Ouais, même pour les femmes, en fait. Même parce pour que c'était beaucoup moins pour les femmes, ça. Ah, voilà, c'est ça. Avant, il y avait que les mecs qui faisaient de la muscu. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes. Alors, on va dire renforcement musculaire, parce que muscu, ça fait peur. Mais il y a de plus en plus de femmes qui font du renforcement musculaire. Et puis, la tendance de fond là, qui va arriver, c'est tout ce qui est stretch, étirement, parce que c'est aussi quelque chose d'hyper important dans la pratique sportive, qu'on a tendance à pas faire, parce qu'on a l'impression qu'on fait pas du sport. C'est pas exactement du sport, mais c'est
hyper important pour le corps. Pour la récupération, surtout si on fait d'autres sports en parallèle, si on court, etc., c'est vrai que c'est important de détendre tous ces muscles pour pas se blesser, en fait. Ouais, tout à fait. Hyper chouette. Et toi, t'en fais Moi, j'en fais tous les jours. Ah ouais? Ouais, j'en fais tous les jours. De tout? Écoute, je fais 3 fois du cardio et 3 fois renfo et 1 fois stretch. Ouais, là-dessus, je suis hyper réglo. Ouais, c'est marrant. Et t'en fais quand? Tu trouves le temps de faire ça Le matin. Le matin. Okay. Si je fais pas le matin, après, je pars dans ma journée, j'ai toujours des bonnes excuses. Donc, je commence par ça. Il faut la motive. Hein. Surtout que le matin, on est moins performant. Tu vois, voilà. Donc, c'est un peu frustrant. Mais alors souvent, je fais 1 heure, je bosse, je suis avec mes gamins et tout. 1 heure, après, je fais mon sport, je prends ma douche et j'entame ma vraie journée. Et tu commences à quelle heure pour avoir le temps de faire tout ça? 7 heures. Ouais. Ok. Bah, l'heure de l'école, en fait, c'est ça, ils sont encore à l'école. Ouais, ils sont encore à l'école. Ouais. Non, franchement, c'est bien. Et puis, tu te sens hyper bien, t'es bien pour ta journée. Ouais, non, c'est sûr, mais je le sens aussi. Mais c'est vrai que le matin, moi, je suis tellement pas du matin. C'est tellement dur. Je comprends. C'est tellement dur. Autant faire du sport à 3h du mat, ça me dérangerait absolument pas. Ouais. Autant en faire, mais à n'importe quelle heure de la matinée, mais juste après m'être réveillée. Je comprends. C'est hyper dur. Et je le fais, hein. Je le fais aussi. Ouais. Mais après, il faut y aller doucement. Il faut pas se faire du mal. Il faut pas, tu vois, moi, des fois, je fais la moitié de ce que j'avais dit, l'objectif que je m'étais fixé, ou beaucoup moins d'intensité. Il faut pas se dégoûter, quoi. Ouais. Donc, faut le faire aussi un peu comme on le sent. Mais moi, je sais que si je le fais pas là, franchement, dans la journée, après, j'ai tellement de trucs, j'arrive pas à me dire j'arrête et je fais mon sport. J'y arrive pas. Moi, il faut que je décide le soir, en fait. Ouais. Je prends la décision le soir, comme ça, c'est un non négociable. Parce que si c'est la Zoé du matin qui décide si oui ou non elle va à son cours, en fait, ça sera non. Ouais. Donc, dans tous les cas, je réserve et je me dis, bah mince, en fait, t'as pas le temps d'annuler. Parce que si t'annules après, je sais pas combien d'heures, bah, tu dois quand même payer le cours. Donc, je me dis, non, quand même. Pas payer le cours et ne pas y aller. Et puis, c'est pas sympa pour les coachs qui, eux, se sont levés en plus. Donc j'y vais. Et puis si je vais courir, je me dis, ça va. Je vais courir 1 demi-heure et puis après, quand je suis en train de courir, je me dis, finalement, ça va. Et donc parfois, je fais un peu plus. C'est les 5 premières minutes qui sont compliquées. Ouais, c'est ça. Je me mets un objectif qui est pas trop impressionnant et ça aide un petit peu. Et toi, donc, quand tu as lancé tout ça, tu m'avais dit que tu avais, en fait, tes premiers centres coïncidaient un peu avec tes grossesses. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fascinée aussi. Comment on fait? Le premier club néonnaise, premier enfant, 2e club, 2e enfant, 3e club, 3e enfant, et après, j'ai continué les clubs. Mais écoute, j'ai eu de la chance d'avoir des grossesses hyper cool. Ouais. J'ai bossé jusqu'à l'accouchement et ça ne me posait aucun problème. J'ai une petite tendance hyperactive, hein, donc voilà. Et après, moi, j'emmenais mes gamins, mes bébés, mes petits tout petits, un peu partout, sur les chantiers, aux interviews, aux machins. J'adore, ça ajoute de l'humain en fait, c'est chouette, ça met une ambiance. J'allaitais en plus, donc c'était. Ouais, mais t'avais pas le choix en fait. Voilà, mais je me posais pas de questions et je crois qu'ils s'en sortent pas trop mal. Ils sont pas trop baptisés. Faudra leur demander à eux, ça c'est ton point de vue. Ok. Ça me fascine parce que c'est vrai que là, j'ai mes premières copines, pareil, qui sont enceintes, qui accouchent, qui truquent, et je me dis, mais comment elles font? Ouais. Mais c'est vrai que j'imagine que juste, on fait depuis la nuit des temps. Et... On fait. Mais c'est vrai qu'on sait qu'on est fatigué, mais on le réalise encore plus après, quoi, quand ça s'arrête. Mais moi, je dis toujours après, quand même, profiter, parce que c'est quand même super mignon, même si c'est genre épuisant, c'est quand même des périodes géniales. Et ça dure pas longtemps. Toujours toutes ces paroles de vieille conne, tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Ouais, mais t'en as profité, t'as pris des congés maternité, t'as fait... Moi j'ai pas pris de congé mat, mais quand t'es entrepreneur, tu vois, ou indépendant, tu t'ajustes complètement, il faut rentrer, tu rentres. Moi, j'ai toujours pris énormément de vacances, facile 10-12 semaines par an, tu vois. Ouais. Mais j'ai toujours un peu bossé pendant mes vacances. Bon, c'est un choix. Ouais, c'est ça. Il faut trouver un équilibre qui te convient, en fait. Qui te convient, ouais. Il n'y a pas de règle, je crois. Enfin, tu vois, chacun est différent et il faut vraiment toujours faire comme on le sent. Enfin, en tout cas, j'ai fait comme ça et j'en suis ravie. Ouais. Ouais, mais moi j'ai toujours du mal parce que je ressens toujours de la culpabilité déjà quand je travaille, quand j'avance pas, quand je prends un temps off, quand je fais, et puis j'ai toujours du mal à avoir du temps pour moi, du temps pour mes proches, du temps pour le travail, et puis il y a toujours un moment où je me sens coupable de quelque chose. Ouais. Moi là, je me dis toujours que tout le temps que je prends pour moi, ça me rendra plus performante pour ma famille, pour mon boulot. Tu vois ce que je veux dire? Donc je culpabilise pas parce que, et c'est vrai, je sais que ça fera que je ferai mieux le reste aussi. Ouais, on dit qu'il faut d'abord remplir son seau pour pouvoir après donner...
Complètement. J'applique toujours ça. D'abord, je pense à moi. Et ensuite, je fais le bien autour de moi. Non, mais c'est comme le masque à oxygène dans les avions aussi. C'est pareil. On met d'abord le sang parce que si tu mets d'abord sur ton bébé, tu peux pas l'aider parce que t'as déjà plus d'oxygène toi-même. Exactement. Et après, tu finis. Moi, je trouve si tu te mets au second plan, tu finis en vouloir aux gens qui n'ont rien demandé de t'être mis au second plan alors que c'est toi qui as choisi. Ouais. Donc non, en fait, tu vois. D'abord, et puis tu peux pas faire bien pour les autres si tu sais pas faire bien pour toi. Donc non, vraiment, ça c'est hyper important. Et moi, je trouve pas du tout que ce soit égoïste ou égocentrique. C'est du bon sens, à mon sens. Ouais, mais c'est pas facile tous les jours. Même si en théorie, je comprends, etc. Je me dis, j'ai pas d'enfant en plus, hein, mais mais c'est pas hyper facile, je trouve, de trouver. Et avec les gosses, c'est hyper important parce que il faut qu'ils comprennent, et ils comprennent depuis la naissance, que tu es un être vivant et que tu as des besoins aussi et que tu n'es pas une espèce de machine dédiée à leur vie-survie, tu vois. Et en fait, ça crée une relation hyper saine avec tes gamins. Parce que pareil, si tu te sacrifies, après tu vas dire, oui, avec tout ce que j'ai fait pour toi, il n'a rien demandé. Et il t'a pas demandé de te sacrifier, c'est exactement pareil. Donc ce qu'il veut, c'est des parents qui puissent l'inspirer, tu vois, prendre pour modèle ou pas d'ailleurs, faire la chose différente, mais enfin que ce soit des repères hyper pertinents et intéressants. Et donc, si toi, finalement, t'es pas bien et en plus, tu leur en veux de ça, tu cours à la catastrophe. Et tu veux leur montrer l'exemple aussi, j'imagine, de l'image que tu te fais de la vie, déjà. De la vie, Donc, non, c'est hyper important de penser à soi. Et après, t'as une relation avec tes gamins hyper saine parce que, tu vois, ils vont pouvoir me dire « Non, mais t'es sûre que… » Des fois, ils me demandent un truc et ils me disent « Mais maman, vraiment, si ça t'embête, t'inquiète. Je suis ta mère, je le ferai. » Ou des fois, je vais dire « Non, là, t'as raison, mon chaton, on attendra demain. » Voilà. Et en fait, ça passe. Ils comprennent. Mais si depuis le début, ça a toujours été comme ça, j'imagine que pour eux, c'est logique qu'en fait, tu as aussi des besoins, des priorités. Exactement. Et il y avait des tabous par rapport à ton entreprise, à ce qui se passait par rapport à la maison, par rapport aux enfants. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu en parlais ? Est-ce qu'ils savaient tout ? Est-ce qu'ils savaient quand ça allait bien, quand ça allait pas bien ? Connaissaient tes états d'âme ? Parce que parfois, je me dis, dans une famille, tu as envie de montrer l'exemple de ça va bien, je prends soin de tout le monde, et ne pas projeter en fait ce qui se passe au boulot sur eux. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que quand je suis chez moi, souvent, j'oublie que j'ai un taf. Et quand je suis au boulot, j'oublie que j'ai des gamins. Voilà, ce qui est extrêmement salvateur parce qu'au moins t'es hyper focus, c'est super sympa. Après, il faut vraiment se souvenir qu'on a des gamins. Donc voilà, mais moi ça m'a vachement aidé. Je sais qu'il y a peu de gens qui arrivent à faire ça. C'est même pas, je me force pas. Je pense que c'est un mécanisme d'autodéfense naturel, sinon j'aurais pété un plomb. Donc voilà. Donc quand j'étais à la maison, j'aime pas parler boulot quand je suis à la maison. En revanche, toutes les questions qu'ils me posaient, je répondais hyper sincèrement, je leur expliquais tout, même les trucs. Des fois, ils me posaient des questions sur mais tout petit, c'est quoi un business ? C'est quoi un business plan ? Et en fait, moi, je leur expliquais tout. Et en fait, les gamins, ils comprennent hyper bien. Et pareil, quand il y avait des soucis de staff, etc., je pouvais expliquer, tu vois, là, il s'est passé... J'ai mon ventre qui gargouille. Il s'est passé ça et ça. Alors, on ne demande pas de prendre parti ou quoi que ce soit, ni de leur dire « Ouais, j'étais pas contente, etc. » C'est pas ça. Mais leur expliquer la réalité de ce que je vis de façon le plus neutre possible, mais hyper sincère. Avec des mots qu'ils comprennent et les chiffres. Tu leur disais parce que ça, c'est hyper tabou en France aussi. Moi, je dis tout. Ouais, ok. Moi, franchement, ils m'ont toujours posé des questions. Après, je leur disais, que c'était des choses qu'il fallait pas raconter partout, etc. Mais moi, s'ils me posaient vraiment des questions, je pouvais dire, voilà, tu vois, mais je mets aussi, par exemple, on a gagné tant, mais ça coûte aussi tant. Et puis, l'année dernière, on a perdu tant. Et puis, voilà. Mais moi, je trouve que... moi, j'ai toujours voulu tout partager avec mes gamins. Et ils sont... tous les gamins, c'est pas les miens, tous les gamins sont suffisamment intelligents quand on leur explique pour comprendre ce qu'ils peuvent dire, pas dire, retenir, etc. Honnêtement. Quand ils comprennent le pourquoi, en fait, c'est ça. Ouais, il faut leur faire confiance. Mais en fait, pour moi, c'est la base. C'est comprendre pourquoi on fait les choses ou on ne les fait pas. Pourquoi est-ce qu'on dit quelque chose ou est-ce qu'on ne le dit pas. Et en fait, quand le pourquoi est acquis, on peut tout dire, on peut avancer. Et d'ailleurs, c'est un peu ton projet maintenant aussi, le pourquoi, parce que
toi, tu t'es rendu compte qu'en fait, tu voulais cuisiner à la maison, tu voulais manger sainement avec tes enfants et tout. Mais d'abord, tu t'es demandé pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on mange sainement et pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Et puis, l'expliquer à tes enfants, parce que tu m'as dit que tes enfants, en fait, aujourd'hui, ils mangent hyper sainement. Ils mangent hyper sainement. Aussi. Ouais, en fait, alors, ça a commencé en effet par... Alors moi, déjà, j'ai toujours aimé cuisiner. Je leur ai toujours fait des trucs maison et tout. Quand ils étaient petits, bon, le baby cook royal, voilà, c'est quand même pas bien compliqué. Et puis, je leur ai fait manger pareil, de tout très vite. Voilà. Donc, c'est à la mode aujourd'hui, diversification alimentaire, etc. Ouais, on est allé en Thaïlande, le petit dernier, il avait 2 ans, il mangeait thaï et puis c'est tout. J'ai pas amené des petits pots. Hein. Ouais. Et en vrai, c'est pareil. Mais les gamins, on peut leur faire plein de trucs, il n'y a pas de souci. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Et donc, bon, j'ai toujours aimé faire la cuisine et j'ai toujours fait des trucs... voilà, enfin, pour moi, la bouffe, c'est important. Mais après, en vieillissant, parce qu'on vieillit, vraiment, l'alimentation, c'est hyper important pour bien vieillir. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, d'abord pour moi, on revient au sujet du début, en me disant, OK, mais alors moi, pour être en forme le plus longtemps possible, je disais une daronne en pleine forme, comment je fais? Donc, j'ai commencé à me renseigner, surtout qu'il y a plein de modes alimentaires, un peu à droite, à gauche, on ne comprend rien. Donc, j'ai fait une formation en nutrition, j'ai lu plein de bouquins, etc., pour me faire vraiment mon idée à moi. Et donc, j'en ai retenu une vingtaine de pages, tu vois, de bons principes nutritionnels à appliquer. Et après, je me suis dit, waouh, comment je vais les appliquer au quotidien? Et par rapport à mes gamins, ils ont des besoins différents, tu vois, c'est des enfants, ados maintenant, voilà. Et c'est aussi hyper important de pouvoir répondre à leurs besoins nutritionnels et en même temps qu'on puisse un peu manger tous la même chose, tu vois, parce qu'on peut pas faire des repas individualisés en fonction des besoins nutritionnels de chacun. Non. Donc, on a vachement partagé sur nos besoins et j'ai réfléchi vraiment à comment je pouvais faire pour y répondre et que tout le monde soit content. Et en fait, les gamins, eux, se dire... Moi, j'ai 3 gars en plus, tu vois. Se dire, je vais grandir bien, je vais être un petit gars costaud, je vais être en pleine forme. C'est hyper important. Donc, le pourquoi, ils adhèrent déjà. Et ensuite, quand ils commencent à bien manger, ils voient à quel point ça leur fait du bien et ils voient à quel point recommencer à mal manger, ça les met pas bien. Comme tout le monde, hein, d'ailleurs. Hein, quand on met le doigt dans bien manger, quand on recommence à mal manger... Le corps, il en veut pas. Donc, les gamins, c'est pareil, et ils ont vachement adhéré. Ouais, c'est trop cool, vraiment. Et je pense effectivement que donner ce pourquoi, expliquer vraiment la racine des choses et pas tu dois manger des brocolis, mais expliquer en fait pourquoi tu manges des brocolis et puis les rendre bons en plus. Exactement. Les brocolis, parce que c'est un peu la base aussi, parce que c'est vrai que c'est souvent la problématique de plein de personnes qui comprennent pas exactement en fait pourquoi on mange pas d'aliments transformés, tu vois, parce que finalement les aliments transformés, c'est de la nourriture, donc en fait ça vient aussi des plantes. C'est ça. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus parce qu'au début moi je comprenais pas. C'est pour ça, C'était bizarre. Ouais, la protéine de pois c'est du pois, voilà. Enfin, c'est marrant quoi. On se souvient, mais c'est la transformation des aliments qui est pas bonne pour la santé. C'est la manière dont il a été utilisé, mis en usine sous une forme différente. Ouais, en fait, puis qui le dénaturalise, c'est ça? Exactement. En fait, c'est des molécules. Hein, et en fait, la façon dont on traite les procédés industriels casse la matrice de l'aliment. Et cette matrice-là, elle est adaptée normalement à notre corps. Notre corps sait l'assimiler. Et quand on casse ça, notre corps est complètement perdu. Et c'est ça qui fait que c'est pas bon et que ça dérègle notre organisme. Donc, il faut vraiment avoir... le premier truc, c'est pas de produits ultra transformés. J'ai commencé, par exemple, pour mes gamins, à arrêter complètement les goûters industriels. Je fais des cookies 3 fois par semaine, 15 minutes. Ça me prend 15 minutes, franchement, pendant le petit-déj. Et franchement, ils sont hyper contents. Mais quoi, tu fais des cookies des vrais avec du beurre, du sucre avec et tout? Du beurre, du sucre, de la farine, un œuf, voilà. Et c'est vraiment super rapide. Je mets des petites graines de lin pour les oméga 3. Ils le sentent pas. et franchement, mais c'est rien à faire. Et ils sont contents, ils en donnent à leurs potes. Voilà. Ta maman, elle est cool, elle te fait des cookies. C'est ça. Après, mon vrai point, c'est varier. Parce que, voilà, tu vois, il faut vraiment changer. Et quand tu changes, hop, ça, ils aiment pas. Mais au bout d'un moment, ils en ont marre de cela. Donc, c'est le côté trouver
d'autres recettes. Enfin, j'en ai plein. Mais tu vois, se dire changer régulièrement pour qu'ils ne s'en lassent pas. Mais vraiment, ça, c'est hyper important et c'est vraiment rapide à faire et les gamins sont hyper contents. Ouais, mais je pense que ça, c'est un vrai point aussi, duquel on ne se rend pas compte, c'est que si je fais des cookies avec du beurre, du sucre, etc., en fait, c'est quand même meilleur que si je les achetais tout fait. Mais souvent, les gens, en fait, ils le font pas parce que quand ils voient la quantité de beurre et de sucre qu'il y a en fait dans des cookies, ils se disent en fait finalement je vais pas faire des cookies, je vais faire un truc un peu healthy où ils vont remplacer les trucs et puis finalement ça aura pas le même goût et ils vont finir par continuer à acheter. C'est ça, alors qu'il y a autant de beurre, de sucre, etc. dans les cookies industriels. On le voit pas. Il y a plein de merde en plus que dans les nôtres il y a pas. Et en vrai, du bon beurre, du bon sucre complet, etc. Alors, tu fais complet, semi-complet, parce que des fois, il a un goût un peu particulier, mais tu mélanges dans les cookies, ça passe. Tu peux remplacer parfois un peu avec de la compote de pommes, un tout petit peu, pas tout, parce que sinon, c'est pas bon et les gamins, ils en voudront pas et toi, tu prendras aucun plaisir. Donc, ça, voilà. Mais moi, je dis souvent, bien manger, c'est pas forcément manger léger. C'est évidemment qu'il faut pas avoir trop d'excès, mais le goûter des gamins, surtout pour des ados et des petits mecs, rien à faire qu'ils mangent 3-4 cookies plein de beurre et de sucre. C'est pas grave, c'est bon. Et moi, j'achète aussi du bon chocolat et ils prennent du plaisir. Et tu vois, avant, ils mangeaient plein de bonbons. Honnêtement, ils adoraient ça. Maintenant, ils m'en demandent plus parce que voilà, leur corps sait que ce qui est bon pour eux. Ouais, c'est ça. C'est en fait manger des bons ingrédients. Ouais. Des bons ingrédients. Des bons ingrédients, en fait. Ouais. Et puis le problème duquel on peut parler, et je sais que tu me vois venir, c'est d'accord, des bons ingrédients, c'est super, mais c'est hyper cher. Ouais. Alors oui, c'est cher, ça c'est mon grand sujet, parce que quand j'ai commencé à me poser la question de ces sujets-là, et puis à créer des recettes et des menus qui cochaient toutes les cases nutritionnelles, etc., je me suis vachement heurtée au problème du coût. Donc j'ai vachement cherché des produits pas chers, d'abord de qualité et ensuite le moins cher possible. J'en trouve, mais c'est vrai que je ne vais pas cacher que je vais acheter une petite partie là, une petite partie là, une petite partie là. Ça prend du temps et aujourd'hui, j'ai du temps. Mon rêve, ce serait d'avoir vraiment une plateforme où tu trouves tous les bons produits qui cochent toutes les bonnes cases. Ouais. Après, moi, je fais de la pub. Je ne suis pas sponsorisée, mais je trouve que chez La Fourche, tu trouves des trucs très bien, chez Coro, chez Casidomi. Et moi, j'adore Pour de Bon aussi. Je connais pas ça. Tu connais pas Pour de Bon ? Non. J'adore ça. Franchement, là, il y a mon livreur, là, c'était Pour de Bon. Ok. T'es en direct producteur. Donc, toute ta viande, tes légumes, etc., tes fromages, tu les achètes en direct producteur. Tu choisis bio, pas bio, etc. Et c'est beaucoup moins cher. Tu reçois ton colis, t'as le petit mot du producteur, hyper sympa. Oh non, j'adore, je vais tester. Canon, vraiment canon. Mais par contre, si tu veux, il faut... t'es pas livré, c'est pas Amazon, t'es pas livré le lendemain, machin. Oui, il faut un peu planifier, quoi. Il faut un peu planifier. Moi, je congèle. J'ai de la chance d'avoir de la place pour congeler. Mais super produit, accessible, une vraie relation avec le producteur, tu connais les produits, moi franchement j'adore. Donc voilà, faut chercher, c'est pas... Il y a un autre truc aussi qui est sympa dans le même genre qui est Quel bon goût. Pareil, tu commandes et c'est livré une fois par semaine. Moi il y a un camion à Montreuil qui vient déposer ta commande et tout, donc ça demande une organisation. Moi j'ai arrêté parce que c'était un vrai souci d'organisation. Mais bon, en cherchant, tu trouves des bonnes façons de t'approvisionner. Et puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est oui, ça coûte de l'argent et on s'en rend compte parce qu'on va au supermarché, on a acheté 3 ingrédients, ça coûte cher, on se dit mince, c'était cher. Mais en fait, aller au restaurant ou prendre un sandwich tous les midis, ça coûte hyper cher. Et puis en plus, moi j'ai appris un truc l'autre jour, mais qui m'a vraiment donné envie de plus jamais aller au restaurant. C'est qu'en fait, évidemment, les restaurateurs, ils ont aussi des coûts. Mais on n'y pense pas. Mais en fait, dans ton assiette, si tu payes 10 €... Trop d'accord. Si tu payes 10 €, en fait, la matière première, c'est 25%. J'ai appris ça l'autre jour. J'étais là dedans. Oui, c'est 25%. Donc, en fait, si j'ai payé un steak 15 € et que c'est 25%, ça fait plus ou moins 4 € mon steak. Ouais. En fait, si j'essaie de trouver un bon steak dans n'importe quel magasin, en fait, ça n'existe pas. Donc oui, je veux bien qu'ils ont des prix de gros, mais en fait, ça peut pas être de la bonne qualité. Donc je me dis, attends, c'est horrible, j'ai payé 15 €. Moi, pour 15 €, je peux avoir un hyper bon steak de hyper bonne qualité dans un magasin et le faire moi-même. Tout à fait. Non, mais ça, alors, les restos, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, il y a Yuka. Moi, je suis une fan de Yuka pour regarder. En plus, maintenant, ils bossent vachement l'ultra-transformation, donc merci. Mais pour choisir mes produits. Mais alors, dans la restauration, et je connais très bien le secteur... oui, tu t'approvisionnes globalement au moins cher et t'es pas forcément dans de la bonne qualité. Non. Je parle même pas des restos qui te font des trucs tout prêts sous vide, voilà. Même quand tu sais pas du sous vide, c'est du fait maison, ils cuisinent, etc.
tu as forcément une moins bonne qualité de produit parce que le produit brut, en effet, c'est 25%. Et en vrai, c'est normal. Hein. C'est pas que les restaurateurs font 75% de marge. Hein. En ayant le produit à 25%, tu fais 10% de marge. Et voilà. Donc, il y a énormément de coûts annexes. Et forcément, le rapport qualité-prix du resto est hyper cher. Donc, en effet, vaut mieux manger chez soi ou se faire sa gamelle quand on est quand on bosse pour le midi. C'est sûr. C'est un peu de temps, mais c'est bien investi. Ouais. Et moi, je me suis fixé comme objectif de faire des menus, tu vois, pour 5 €. Entrée, plat, dessert, avec que du bio. Donc même, je pense que si j'étais pas en bio, je pourrais peut-être descendre à 4 €. Ouais. Mais c'est l'objectif que je me suis fixé. Par personne. Par personne. Ouais, non, pas pour 4. Et j'y arrive, ouais. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que là, donc toi, tu as fait plein de recherches, tu t'es intéressée d'abord pour toi, puis pour ta famille. Et puis souvent, je trouve que ça découle. Enfin, moi aussi, c'était comme ça. Donc, ma page Instagram, c'était d'abord pour moi, en fait, parce que j'avais besoin de partager viscéralement pour moi. Puis ça, pour mes proches, pour qu'ils comprennent un petit peu. Et puis après, aujourd'hui, c'est pour plein de gens. Ouais. Je pense que toi, c'est l'idée de ton projet aussi. C'est exactement ça. Wonder Cook Mom. Ouais. Ça te va très bien comme nom, d'ailleurs. C'est Wonder Funny Cook Mom. C'est la reine des gaffes. Mais bon, c'est sympa. Ouais, moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à bosser le sujet, etc., mon mari m'a fait un super outil pour me créer mes menus, mes recettes qui permettent d'avoir la bonne quantité de protéines, de lipides, de glucides, de fibres, d'avoir au moins un probiotique par menu, d'avoir une bonne dose d'oméga 3, une charge glycémique maîtrisée. On va dire que c'est les principaux leviers que je regarde et qui sont honnêtement l'essentiel. Hein. Voilà, déjà, si on fait ça, c'est génial. Et ça me prend vraiment du temps. Pour me construire un menu, c'est facile 2-3 heures, tu vois, d'ajustement, etc. C'est marrant. Hein. Donc, j'ai construit ces menus d'abord pour nous. Et puis, en fait, en parlant autour de moi, tout le monde me dit « Mais moi aussi, j'aimerais bien manger. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'en sais rien, moi. Combien il y a de protéines, de machin ? Je vais pas tout rentrer dans Foodvisor, etc. C'est super, Foodvisor, mais ça me prend trop de temps. » Et donc, moi, je dis « Si vous voulez, je vous partage mes menus, ceux que j'ai faits pour chez moi, quoi. » Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Wonder Cook Mom. On voit la vraie entrepreneur avec ses vrais tableaux Excel, avec toutes les infos et tout, l'organisation. Hyper organisée. Ouais. Franchement, moi, j'admire vraiment les gens comme ça. Parce que moi, si on voyait l'état de mon bureau, non, mais c'est inimaginable, de mon ordinateur. Non, mais pour retrouver un papier, mais c'est horrible et je devrais vraiment apprendre. Non, mais moi, je suis comme ça aussi. Hein. Je suis ultra bordélique. Mais alors, comment tu fais Ça n'a rien à voir. En fait, j'ai un bordel de tous les jours. C'est-à-dire que je trouve que j'ai bien plus de temps à gagner. Enfin, je vois pas l'intérêt de ranger. Voilà, je trouve que j'ai bien de meilleures choses à faire que ranger. En revanche, je suis hyper organisée. Mon planning est hyper organisé chaque minute, etc. Mais le bordel ambiant, je navigue dedans. Attends, on peut faire une aparté de 2 secondes, après on revient à ton projet. Comment tu t'organises ? C'est quoi ? Parce que ça aussi, c'est un truc qui me... Est-ce que tu te mets des plages horaires pour des tâches ? Tout a une plage horaire. Tout, 100%. Si tu veux, je te montrerai mon agenda après. J'ai levé, machin, cookies, faire ça sur Instagram, sport, bidule, tout. Mais même le week-end, hein, c'est terrible. Hein, le week-end, faire le sapin de Noël, je sais pas quoi, envoyer tel courrier à bidule, tout est écrit. Tout. Attends, mais est-ce que tu envoies une invitation Google Meet à ton mari quand vous faites un dîner à deux, genre dîner en amoureux, tu lui envoies une invitation, comme ça tu le mets dans ton... J'ai envoyé une invitation à mon mari et mes gosses. Bien sûr, tout à fait. Oui, il y a vraiment 2 types de gens sur cette planète. Moi, je pense que je le mets dans mon agenda, mais j'invite pas la personne, tu sais. Ouais. Donc, ça dépend des fois. Oui, j'écris pour moi dîner avec Shebaki, mais j'en vois pas toujours. Ouais. Non, moi je suis mais j'arrive à m'organiser que comme ça. Et c'est comme ça que j'arrive à faire plein de Et tu fais quand ce planning ? Alors, tous les jours. Ah oui. Ouais, tu commences ta journée par ça, Non, je finis ma journée. Tu finis la comme journée ça, j'endors. Zen, parce que je sais que ma journée de demain, je pourrais te faire tout ce qui est prévu. Tu sais, ce qui est horrible, c'est quand tu te dis oh, putain, j'ai ça, est-ce que je vais avoir le temps ? Moi, je dors pas. Mais je suis un peu cinglée, hein. Je sais. Mais moi, ça me va bien. Non. Ça me va bien. Non, mais tous les gens qui voient mon agenda, ils me disent la psychopathe. Bon. Mais non, mais si ça marche pour toi, franchement, ça a marché pour toi. Donc, voilà. C'est toujours comme ça. Au début, les gens vont se moquer parce qu'ils vont dire ouais, c'est quoi ça, c'est quoi cette cinglée. Et puis une fois que ça marche, en fait, il n'y a plus rien à dire. Enfin, c'était une bonne technique finalement. Donc, je l'aime. Donc... Ok, super. Ok, donc on peut revenir à Wonder Cook Mom. Ouais. Donc tu crées tes repas pour ta famille. Là, tes amis te disent en fait, moi aussi, ça m'intéresse parce que c'est vrai que j'aimerais bien manger mieux, mais franchement, j'en sais rien. Enfin, où je sais plus ou moins, oui, effectivement, il faut manger des protéines, des trucs. On sait, mais pour le faire bien, etc., quel ingrédient, c'est compliqué. Ouais.
Et c'est vrai qu'on trouve des recettes sur Instagram, mais après, comment est-ce que tu les agences, comment est-ce que tu les mets ensemble pour que en fait, ça fasse un repas équilibré pour tous les jours et se renouveler, pas faire tout la même chose? C'est compliqué. Ouais. Donc, c'est ça que tu fais? C'est exactement ça que je fais. Ok. Parce que, tu vois, moi, j'ai plein de recettes. J'enregistre plein de recettes, plein de trucs que je trouve hyper bonnes, etc. Ça, c'est cool. Des recettes sur Insta, il y en a plein et j'adore. Mais j'ai pas trouvé un compte. Alors, pourtant, j'ai passé 2 ans, tu vois, à scroller, qui me faisait ça. Qui me disait, tiens, voilà, une idée de menu équilibré. Enfin, si, des idées, il y en a parfois. Il y a des idées sur des posts, mais il n'y a pas la recette qui va forcément avec, le pas à pas, etc. Il y en a sur le côté... Et souvent dans le côté fit et light. Ouais. Pas forcément le côté juste du bon sens. C'est ça, c'est toujours comme ça, mais c'est ça qu'on disait au début. Les gens, ils font pas du sport pour leur santé, ils font pour le côté fit et light souvent. Enfin, c'est dommage. Mais... C'est dommage, mais ouais. La nourriture aussi, franchement, c'est comme ça que tu motives. Donc j'essaye de trouver des hooks pour que les gens aient envie et que je glisse tranquillement derrière le truc bonne santé sans qu'ils s'en rendent compte. Tu vois. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est de partager ça gratuitement sur les réseaux pour que tout le monde puisse... C'est ça. Ok. Ouais. Et alors après, tu as toujours mon idée d'entrepreneur derrière. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est quoi l'idée derrière? Parce que là, ça me paraît... Il y a un truc qui fonctionne pas. Alors, en vrai, j'ai quand même 2 choses. Tu vois, là, j'ai vendu ma boîte, j'ai eu la chance de bien la vendre et de pouvoir être hyper tranquille financièrement. Donc, à un moment, tu vois, je pourrais ne plus bosser. C'est clair, mais tu t'ennuies. Je veux dire, au bout d'un moment, bouquiner, aller au ciné, c'est super, mais t'as envie d'être utile. Enfin, moi, j'ai envie d'être utile à la société. Tu l'as fait combien de temps, ça? Entre le moment où tu vends et le moment où tu te dis finalement je vais faire autre chose? T'as bouquiné un peu ou zéro? Ouais, un peu, mais j'avais déjà plein de choses qui m'intéressaient, donc je regardais plein de choses, tu vois. Okay. Mais là, par exemple, je fais du théâtre, tu vois, 3 fois par semaine au Cours Florent, ça me prend quand même du temps et c'est mon plaisir, donc ça, je suis contente. Mais j'avais quand même envie de me rendre utile, je sais pas, assez vite en fait. Ok. Assez vite. Et donc, je le fais déjà pour ça. Honnêtement, ça me fait plaisir, tu vois, d'avoir un rôle dans la société. Je trouve que c'est important. Et puis derrière, après, le côté entrepreneur, il est là. Je me dis, si j'arrive à créer une communauté autour de bien manger facilement tous les jours, je pourrais certainement créer des concepts, des boîtes qui rendent service à cette communauté et les créer avec, tu vois, typiquement la plateforme dont je te parlais tout à l'heure, où vraiment on trouve les bons produits, on est sûr que ce soit vraiment les bons produits qui cochent toutes les bonnes cases. Ça peut être une idée. Avoir une appli qui te crée tes menus, justement, qui sont canons, qui cochent toutes les bonnes cases en fonction de ce que t'aimes, etc., ça pourrait être autre chose. Mais de toute façon, je sais que ça ne sert à rien de le lancer s'il n'y a pas une communauté derrière, parce que émerger sur des concepts comme ça, en B2C, nutrition, tu n'y arrives pas si tu n'as pas derrière une communauté. Donc, je pense que ce n'est pas la vocation première, forcément, mais ça l'est quand même, parce que je suis entrepreneur, tu vois. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Donc là, tu commences par la communauté, tu te dis, le jour où j'ai quelques milliers de personnes qui me suivent et qui sont contents du contenu que je propose, je réfléchirai à comment les aider plus et à quoi leur vendre, finalement. Exactement. Ok. Donc, tu te mets dans le truc créateur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué quand on n'est pas créateur de lancer des applications, des plateformes. Hyper compliqué. Ouais, hyper compliqué. Moi, j'ai eu l'expérience avec notre plateforme digitale sur Néoness Live. Franchement, pendant le Covid, c'est ça? Ouais, elle était canon. L'outil était canon. On avait des coachs exceptionnels, une qualité d'image exceptionnelle, une techno vraiment le top. C'était le top. C'était le meilleur projet de ma vie. Et ça a marché auprès des gens qui nous connaissaient. Mais ceux qui ne nous connaissaient pas, ils ne voyaient pas du tout la différence avec tout ce qui sortait en fitness à côté, quoi. Et les seuls qui ont vraiment émergé, c'était des créatrices de contenu comme Sissi Mua, comme Sonia Tlev et tout, qui ont cartonné, avec des trucs bien. Mais honnêtement, on était vraiment au-dessus en qualité. Mais c'était l'effet de la communauté qui fait que ça les a portés. Et là, le bouche à oreille n'a pas fonctionné parce que vous aviez quand même beaucoup de clients déjà dans la salle. En fait, on a quand même eu très vite 6 000 abonnés. Tu vois, c'est très vite, ce qui est vachement bien. Mais ça nous coûtait extrêmement cher à produire. Ouais. Et on perdait énormément d'argent par rapport au peu d'abonnés, même si 6 000, c'est bien quand tu commences, je veux dire, c'est bien. Ouais. Mais ça prend du temps. Chaque nouvel abonné en digital, il faut aller le chercher au forceps. On s'en rend pas compte, ça. Franchement, on pense toujours que le digital, en fait, c'est coût zéro. Ouais. T'as qu'à faire un site internet ou une application, et puis voilà, tu vois. Mais en fait, c'est hyper cher. C'est hyper cher. Ouais, c'est hyper compliqué à développer. C'est hyper cher, c'est hyper technique. Ouais, bien sûr. Mais tout projet, de façon. Enfin, je pense que de toute manière, on se lance pas si on sait à quel point c'est compliqué. Exactement. Ça, c'est comme le podcast. Là, je m'étais dit, ça va, j'enregistre des vidéos.
vidéo, ça va être facile, je vais faire ça dans mon temps libre. Mais pas du tout, en fait, ça prend hyper beaucoup de temps, mais juste on s'en rend pas compte. Ouais. Et je pense que c'est ça la beauté du truc. Moi, je me lance toujours sans savoir. Mais c'est parce bien. que sinon... C'est bien, moi pareil. Sinon, et je découvre en faisant ah bon, d'accord, il fallait faire ça. Ouais. Non, mais si tu penses, si tu réfléchis, si tu poses trop de questions autour, tu le fais pas. C'est sûr. C'est ça. Et donc là tu partages sur les réseaux, mais c'est vrai que pour une ancienne entrepreneur à succès, qui a des boîtes et tout, c'est pas facile de se retrouver. Parce que créateur de contenu, aujourd'hui, clairement, il y a de la valeur, bonjour. Non, mais ça a quand même pas une super réputation. Enfin, ça a encore toujours... de petit à petit, ça s'enlève, mais c'est quand même la réputation de télé-réalité, de la culture du vide, etc., etc. Ouais, et peut-être que pour les gens qui te connaissent, c'est pas facile peut-être pour eux à accepter parce qu'ils savent pas en fait ce que c'est. Alors moi j'avais vachement peur de ça. Alors déjà moi j'ai quand même rien posté à titre perso de ma life, jamais. Nulle part, même pas LinkedIn, même pas les réseaux. LinkedIn, j'avais mis mon CV, mais j'ai jamais écrit un post LinkedIn, jamais. C'était pas du tout mon truc et je n'y connaissais rien. Donc là, tu vois, vraiment, l'idée de me dire waouh, faudra que je rentre là-dedans, que je mette ma tronche. J'ai essayé de réfléchir si je pouvais ne pas le faire, mais bon, ça marche pas. Au début, j'avais pas envie. J'avais hyper envie d'aider les gens, j'avais hyper envie de partager, mais j'étais hyper coincée par moi, tu vois, voilà. Et en effet, mais tout le monde, ils vont me trouver ridicule. J'étais une big boss, la classe, et là, je vais faire du contenu sur Insta. Bon, bref, je me le suis dit. Hein. Ouais, bah oui. Mais l'envie de partager a été plus forte que ça. Ça a fait son chemin. Et puis, je sais pas, à un moment, je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai tourné mes premiers contenus et j'en étais contente. Okay. Je suis contente de ce que j'ai fait, tu vois. Et je me suis dit plein de fois, je tourne le truc, si ça me plaît pas, poubelle. Hein. Jamais je mettrai un truc qui me plaît pas. Donc, alors que plein de gens m'avaient dit, c'est pas grave, tu t'en fous, tu postes quand même, etc. Mais je t'avais dit ça, je pense. Ouais, tu m'avais dit ça. Moi, franchement, j'aurais pas eu ce courage-là. Ouais. Vraiment, j'aurais pas eu ce courage. Mais là, je me suis dit, franchement, c'est bien, je suis contente des vidéos de cuisine qu'on a faites, puisqu'on se marre, c'est sympa. Moi, je prends du plaisir à les regarder. Je me dis, peut-être que les autres aussi. Et c'est pas facile, ça, franchement, d'aimer se voir à l'écran. Ouais, alors, j'aime pas forcément moi, mais j'aime le concept autour, tu vois. Et moi, tant pis, je me dis, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas facile parce que tu vois tous tes défauts à l'écran aussi. Complètement. Tu vois. Oh là là, le truc là, il y a personne d'autre qui les voit, mais oh là là, ma voix, oh là là, comment j'ai. Enfin, c'est quoi ce mouvement, c'est quoi ça Ça, c'est dur. Ouais. Ça, c'est pas facile quand même au début, surtout. Ouais, le retour image avec toi. Et se dire finalement en fait on s'en fiche. Moi aujourd'hui je me dis clairement on s'en fiche. Mes vidéos je ne ressemble strictement à rien, mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Et après la bonne nouvelle, c'est qu'autour de moi, mais alors tout le monde me dit mais c'est hyper couillu, mais t'as tellement raison, c'est trop sympa, franchement tu fais un truc qui te plaît, t'as l'air trop cool dans tes vidéos. J'ai plein de gens qui trouvent ça hyper sympa. T'as de la chance, c'est trop bien. Ah mais moi c'est trop marrant quoi. C'est vraiment marrant parce qu'au début je m'étais dit waouh, les mecs vont faire waouh, on la sort de notre. Et en fait pas du tout quoi. Même tes enfants? Ah, mes enfants, ils sont hyper fiers. Ah ouais? Ah, ils sont hyper fiers, c'est trop marrant. Là, la première fois que mon petit m'a vu sur Insta, il dit « Maman, j'ai une vidéo de toi et tout. » J'ai dit à tous mes potes et tout ça. Oh, c'est trop sympa. Ouais, il a quel âge, le petit? 12. Ah ouais, parce que c'est quand même l'âge aussi où tu te dis non mais ma maman elle peut pas me déposer à l'école quoi. Ouais. Tu vois, genre elle doit aller se garer plus loin parce qu'on peut pas la voir. Donc je suis d'accord. Non, ils trouvent ça trop cool. Trop que bien. Leur mère se mette sur les réseaux, ils trouvent ça trop cool. C'est marrant. Puis ils me donnent leurs petits conseils et tout. Oh, j'adore. Ça y est, j'ai dépassé leur nombre de fans à eux. Ah, trop forte. Ouais. Mais non, ils sont hyper. Alors eux, ils ont que des comptes privés entre potes. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est pas du tout dans l'ADN de la famille de poster des trucs. Voilà, mais non, ils trouvent ça super sympa. Ouais. Donc en fait, le regard des autres, finalement, il a été plus facile à gérer justement parce qu'une fois que tu t'es lancé, t'as eu quand même du soutien. Énormément de soutien. Proches. Tout le monde dit mais franchement, c'est trop cool, t'as raison, c'est trop sympa. Mais on voit que tu t'amuses. Hein. Ouais, c'est ça, je m'amuse en fait. Je me fais plaisir et les gens me disent ah ouais, c'est bien. Parce que quand t'es entrepreneur, que t'as vendu ta boîte, soit tu te mets en vacances ad vitam, moi je pouvais pas, je m'emmerde. Soit tu fais du mentoring, t'accompagnes des gens. Moi je l'ai beaucoup fait. C'est bien, mais au bout d'un moment tu vois un projet, puis il y a l'autre, et puis c'est épuisant, voilà. Et puis tu sais pas si t'es vraiment utile. Moi, j'ai investi aussi dans pas mal de boîtes, mais à un moment, j'ai plus non plus les poches infinies, hein, donc voilà.
Ou alors, tu te lances tu relances une boîte et là, recommencer de zéro. Moi, je discutais encore avec Augustin de Michel et Augustin, tu vois, qui relance une boîte et qui me dit franchement, c'est hyper difficile de repartir de zéro, etc. Et puis, alors, il y a repartir de zéro, mais il y a refaire ce que tu as déjà fait. Ouais. Et ça, franchement, je comprends complètement. Alors que là, moi, ce que j'adore, c'est que c'est hyper nouveau et que j'apprends tous les jours. J'apprends. C'est hyper excitant d'apprendre. Moi, j'aime apprendre. Donc, voilà. Et puis, tu t'es déjà prouvé. Donc, en fait, tu n'as plus peur de l'échec. Vrai. Exact. Je pense que c'est aussi un truc important parce que c'est vrai que se lancer sur les réseaux, c'est aussi un pari parce que tout le monde te voit. Ouais. Donc, tout le monde voit si tu as réussi ou si tu as raté. Ouais. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai la chance de... ça a cartonné, donc ça fonctionne. Et les gens, aujourd'hui, soutiennent et sont fiers aussi. Mais c'est vrai que si ça ne fonctionne pas... tu te prends quand même le regard des autres en pleine face parce que tout le monde sait ce que tu fais. Alors que si tu montes une boîte, c'est un peu dans l'ombre. Donc les gens savent pas vraiment ce que tu fais. Si ça fonctionne pas, c'est un peu ton problème et tu le dévoiles si tu veux ou non. Ouais. Mais sur les réseaux, tout est directement public en fait. Ouais. Enfin, c'est un peu le principe. Donc complètement. Et moi, c'est vrai que finalement, je me dis attends, t'as rien à prouver à personne, c'est bon, t'as fait ta boîte, elle a marché, etc. En fait, vas-y. Et alors, ce que je fais aussi, c'est que sur LinkedIn, je raconte mes déboires tous les jours, pas tous les jours, tous les 2 jours et tout, avec une totale transparence et franchise. Et en fait, les gens adorent. Pour le coup, ils disent, franchement, tu me fais marrer le matin. Et puis moi, j'aimerais bien aussi le faire, mais j'ose pas et j'apprends avec toi. Franchement, et ça, c'est un autre truc qui me fait bien kiffer. Tu vois, d'écrire sur LinkedIn, mais vraiment. Bon, alors aujourd'hui, j'ai posté ça marchait pas du tout. Gros plantage. Moi, j'ai complètement planté mon lancement. C'était vrai. Mais c'est authentique, en fait. C'est ça que les gens recherchent sur les réseaux de toute manière. Il n'y a pas d'autres... voilà. Et ça, vraiment, et ça, je prends vachement de plaisir, c'est cool. Et en fait, les gens me remercient de ma sincérité, tu vois. Ouais, mais c'est ça, donc, mais c'est ça qui fonctionne de toute manière. Hein. Il faut que tu continues, même sur Instagram, il faut que tu sois plus encore de... faut de spontanéité. C'est vrai que pour l'instant, je fais des tournages hyper quali. Alors tout est spontané parce qu'en fait on garde toutes mes conneries au montage, donc ça c'est sympa, mais c'est vrai que je suis pas encore passée à toi ce que tu fais quoi, c'est-à-dire vraiment hop tiens là je me filme au pied levé, j'en suis pas encore là, peut-être que je vais y arriver, je teste lundi, on verra si j'ose mettre sur les réseaux. Trop bien, j'ai trop hâte de voir, mais en fait c'est trop cool parce que t'es vraiment dans une position où t'as plus peur du regard des autres, t'as plus peur de l'échec, en fait t'as plus de barrières, tu t'es enlevé toutes tes barrières et tu t'es dit vas-y, maintenant je fais un truc qui me fait kiffer moi en fait, que j'ai envie. Exactement. Et tout le monde devrait faire ça finalement, mais c'est vrai que t'as pas la contrainte aussi de l'argent qui est un gros frein pour quand même la grosse majorité de la population. Oui. Et pour moi c'est le seul qui devrait y avoir pour tout le monde en fait. Il y a... En même temps, toi, t'as créé ton truc comme ça, tu vois. Et c'est génial. Moi, je trouve que ce que t'as fait, c'est vraiment génial. Ouais. Mais moi, je l'ai pas fait pour l'argent à la base. J'avais un métier à côté. Donc, ça aussi, tu vois, j'avais pas la contrainte de l'argent, mais effectivement, j'ai enlevé toutes les autres barrières, quoi. L'argent, j'avais un métier, et pour le reste, sur les réseaux, j'ai lancé parce que pour moi, c'était important, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Je pense que si tu portes vraiment une envie de transmettre quelque chose qui te tient à cœur, tu as toutes les chances d'y arriver. Voilà. Enfin, moi, je me le souhaite, mais c'est le fond du truc, Ouais. Écoute, on arrive quasiment à la fin, c'est passé hyper vite. Je sais pas si tu as des recommandations pour les personnes qui nous écoutent de livres, de podcasts, que ça soit sur la nutrition, sur comment se lancer, des trucs qui, toi, t'ont marqué, qui t'ont inspiré. Écoute, si il y en a un, moi j'ai écouté en l'audiolivre de Caroline Mignot. Ok. Très sympa. C'est de la création de contenu qu'elle fait, non ? Ouais, alors elle fait de la création de contenu sur... elle a un côté business en fait. Elle a monté une agence de branding, de personal branding, tu vois. Et elle s'est lancée d'abord, je pense, sur LinkedIn. Et elle raconte un peu ce que je fais, mais tu vois, de façon... Enfin, elle a beaucoup plus d'expérience que moi et elle explique bien tous ces concepts de pas faire attention au regard des autres, d'oser se lancer, d'être hyper sincère, voilà. Et c'est très agréable à écouter. Mais sinon, j'ai lu des trucs en anglais de Brendan Ken, j'ai lu Crush It il a un nom à coucher dehors, je sais plus son nom. Voilà, c'est ça. Et après, en food, j'ai lu pas mal de bouquins. Alors, pareil, j'en ai plein, mais je te les donnerai parce que je connais plus les noms des auteurs. Mais en food, j'ai plein de trucs à recommander. Après, il faut avoir le temps, tu vois, de se lire le pavé de 200 pages sur l'ultra-transformation. Moi, je l'ai fait parce que ça m'intéresse vraiment.
Mais ça peut très vite peut-être devenir un petit peu redondant aussi, parce que j'imagine qu'il n'y a pas 40 milliards d'informations. Finalement, on revient toujours à la même chose. C'est ça. Qui est peut-être que manger de tout dans des quantités qui sont raisonnables et essayer d'appliquer les principes un peu de base pour manger sain la majorité du temps. Et puis si de temps en temps on fait un écart, c'est pas non plus... C'est clair. Non, mais profitons des écarts. C'est ça, parce que sinon on tombe dans un truc de hyper... Enfin, ça a un nom en plus, ça s'appelle... comment ça s'appelle Tu sais, le trouble du comportement alimentaire. L'orthorexie, voilà, on tombe dans l'orthorexie sinon. Non, mais c'est horrible. En plus, moi, alors manger, c'est un de mes plus grands plaisirs. Hein, donc si tu m'enlèves ça, non. Ouais, c'est ça, faut réussir à faire la balance. Et c'est ça qui est pas facile finalement. Hein. Non. De faire la balance entre je fais bien et je lâche prise et je me fais du bien mental, parce qu'il n'y a pas que physique non plus. Ouais. Moi, c'est pour ça que, tu vois, pour moi, le truc, ce serait, tu vois, le soir, se faire 3-4 repas simples. Donc, ceux que je propose, tu vois, sur Wonder Cook même, hyper facile et qui respectent toutes les bonnes cases nutritionnelles. Et puis, le reste du temps, tu te fais plaisir, tu connais les 2-3 principes, mais tu te prends pas trop la tête, quoi. Tu vois. Ouais. Je pense que ça, c'est Enfin, moi, c'est ce que je fais. Ça me semble être un bon équilibre. Ouais, c'est ça. En fait, il faut connaître tous les principes et après savoir qu'on les appliquer ou non. Enfin, il faut s'informer pour savoir ce qui est bon ou pas déjà, parce qu'il y a plein d'informations et leur contraire sur les réseaux. Et dans tous les cas, tu trouveras toujours raison. Enfin, si tu as envie d'avoir raison, tu auras raison. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, en fait, il faut déjà bien s'informer pour savoir qu'est-ce qui est vraiment vrai ou pas. Et puis, les informations changent aussi. Ouais. Donc, voilà. Et une fois qu'on sait, réussir à mettre ça de côté de temps en temps pour profiter complètement. Exactement. Voilà. Écoute, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions auxquelles tu aurais voulu répondre ou bien des choses que tu aurais voulu ajouter. Non, merci beaucoup. Sinon, cool. Où te suivre? Donc, il y a ta page LinkedIn. Alors, LinkedIn, Marianne Tessier, T-E-I, 2-S-I-E-R, n'oubliez pas le I. Et sinon, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Wonder Cook Mum. Wonder Cook Mum sur la totale, sur n'importe quelle plateforme, elle y est. C'est ça. Pinterest bientôt aussi. C'est bien. Pinterest, j'ai jamais compris. Tu m'expliqueras. Écoute, alors je vais découvrir. Voilà, lis mes posts LinkedIn, je vais sûrement mettre mes déboires sur Pinterest. Mais on m'a dit que c'était bien pour les recettes. Donc, trop bien. Voilà. Écoute, toi, je pense que ça pourrait le faire. Bah ouais, carrément. Faudrait que voilà, tu vois. Faudrait que je lance aussi. Trop de choses à faire. Bon. Merci beaucoup, Marianne. En tout cas, j'ai passé un trop beau moment. J'espère que ça vous intéressera, qu'il y aura plein de petites astuces desquelles on pourra profiter tous. Et voilà, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.